Nous allons aborder un sujet dans quelques instants qui me tient forcément à cœur, puisque en tant qu'experte en liberté financière, forcément, je ne pouvais pas organiser un sommet sur l'avenir du monde sans parler d'économie. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que l'intelligence financière, les connaissances, je vais arrêter mon chrono quand même qui continue, les connaissances économiques font partie des fondamentaux de ce que j'enseigne habituellement. Je ne pense pas qu'on puisse grandir financièrement sans s'y connaître en économie, sans apprendre plus, avoir des connaissances qui s'améliorent de jour en jour en économie. Il paraît d'ailleurs que c'est il paraît d'ailleurs que les Français, mais il n'y a pas que les Français, sont assez nuls en économie et c'est ce qui fait que l'intelligence financière, globalement en France, et pas parmi vous, mais globalement, est aussi faible. Donc aujourd'hui, je suis l'organisatrice de sommets. Habituellement, je suis coach en intelligence financière. J'enseigne à se réconcilier avec l'argent, à maîtriser ses finances personnelles, à les faire grandir, à investir. Pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde bien, on a tous rendez-vous avec l'argent. On a rendez-vous avec l'argent tous les jours, on a rendez-vous avec l'argent pour payer nos achats en magasin, on a rendez-vous avec l'argent chaque mois pour quand on reçoit notre chèque du mois. On a rendez-vous avec l'argent chaque année quand nous faisons le point sur notre situation financière, si on fait le point sur notre situation financière. Donc, toujours est-il qu'effectivement, on a régulièrement des rendez-vous avec l'argent. Et moi, personnellement, je n'ai pas très envie que ces rendez-vous soient de l'ordre de la fatalité. J'ai plutôt envie de choisir ma réalité financière. Donc, c'est pour ça que je tiens à être aux commandes de ma vie financière. Je tiens à saisir les opportunités quand elles se présentent. Et pour cela, j'ai besoin de connaître l'état du monde, de connaître l'économie, ce que nous allons voir aujourd'hui. Si certains d'entre vous ont envie de mieux savoir ce que je fais, d'aller plus loin, s'ils veulent apprendre à surfer sur leur environnement pour créer leur liberté financière, je vous donne rendez-vous en septembre. Donc, rendez-vous en septembre. À ce moment-là, et c'est à ce moment-là seulement que je vous parlerai de liberté financière, que je vous parlerai du programme Richesse et Liberté. Si vous vous demandez ce que c'est que la liberté financière, vous avez un lien qui apparaît dans le chat. Vous pouvez aller dès maintenant voir ce que je propose, vous inscrire sur la liste d'attente si vous avez envie de faire partie du prochain embarquement, qui donc aura lieu en septembre. Donc ça, c'est les choses dont on parlera en septembre, mais je vous en informe dès maintenant. En attendant, eh bien, on va aujourd'hui parler donc de l'état du monde, parler de l'économie. Et pour cela, je reçois donc Christian Chavagneux. Christian Chavagneux qui est journaliste, économiste, éditorialiste à Alternative économique, que vous connaissez peut-être. On va mettre un lien, je pense, avec vis-à-vis de Alternative économique si vous voulez aller un petit peu plus loin. Chroniqueur, ou en tout cas sur France Inter. Est-ce que vous êtes toujours chroniqueur sur France Inter, Christian Chavagneux? Alors, est-ce que Christian est là? Oui. Est-ce qu'il me voit? Non. Oui. Moi, je ne le vois pas, mais on va y arriver. Laissons les techniciens faire de la technique. Allô? Voilà, ça y est. Ah bah voilà, c'est super génial. Donc, ma question était, est-ce que vous êtes toujours sur France Inter? Est-ce que vous êtes reconduit sur France Inter l'année prochaine? Puisque je sais qu'on est en plein chamboulement sur les grilles radio, donc il y a des choses qui peuvent se passer. Écoutez, a priori, avec 1,2 million, 1,3 million d'auditeurs, je pense que la chaîne souhaite continuer à ce que nous fassions notre petite émission de l'économie du samedi matin. Ne peut pas se passer de vous. Alors, eh bien, on va vous entendre effectivement avec grand plaisir parce que c'est vrai qu'on a vécu une période un petit peu particulière, qui a eu des choses qui se sont passées qu'on n'avait jamais vues quelque part, y compris au niveau économique, qu'on a survécu. On pourrait dire qu'on a traversé cette période de 15 mois de crise sanitaire, de mettre beaucoup mettre beaucoup de sous dans l'économie pour éviter qu'elle ne s'écroule. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais vous laisser la parole. Et puis après, on va avoir un temps pour poser toutes les questions qu'on veut à Christian Chavagneux. On y va? Allez, merci pour votre invitation. Et avec plaisir. n'ayez pas peur de parler d'économie, c'est pas si compliqué que ça. Les gens qui pensent que l'économie c'est compliqué, c'est les économistes. Comme ça vous évite d'avoir à vous préoccuper des questions d'économie. Donc décomplexez-vous.
Il n'y a aucun souci. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Bien sûr, de noter vos questions si par hasard ce que je raconte n'est pas toujours Voilà. Ne forcément vous très inquiétez clair. Parce pas, qu'on je va... vais juste redire une chose. Donc, on a dit hier, mais je le redis, les questions, donc, évitez de les poser au fur et à mesure parce qu'on va avoir du mal à les retenir au fur et à mesure. Par contre, à la fin, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, soit dans le chat, soit on ouvrira les micros si on a le temps, dans tous les cas de figure. Et autre chose importante, parce que hier, on l'a vu, c'est si j'ouvre les micros, c'est pour que vous posiez une question. C'est-à-dire qu'on va être, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, dans ce cas-là, il faut qu'effectivement, on garde les questions. Je sais bien que vous avez envie, chacun, tous, de donner votre avis, votre opinion, de dire comment vous avez ressenti la conférence hier de François, aujourd'hui de Christian, mais on va rester en mode efficace pour que tout le monde puisse poser sa question si jamais on ouvre les micros. Voilà, c'était une petite parenthèse pour que ça fonctionne bien. Je vous redonne la parole. Je n'interviens plus, je coupe mon micro. Merci encore. Comment est-ce qu'on a pu mettre autant d'argent dans l'économie française, autant de milliards, de dizaines de milliards, de centaines de milliards dans l'économie française? Bon, vous l'avez tous vécu, hein, les confinements qui ont été liés à la pandémie ont fermé quasi totalement ou partiellement selon les confinements l'économie française. Quel a été l'impact sur notre création de richesse? En 2020, moins 8,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait produit 100 en 2019, on a produit 8,8 de moins en 2020. C'est vraiment pas super. Généralement, on va plutôt dans l'autre sens. On a un petit peu moyennement ou beaucoup de croissance. Là, on a vraiment fait chuter notre capacité collective à produire de la richesse. Et quand l'économie tourne plus, il y a un acteur économique qui, lui, peut continuer à essayer d'intervenir pour faire tourner la machine, et c'est l'État. Lui, il peut dépenser pour soutenir l'économie, et c'est ce qu'il a fait. C'est parce qu'il a injecté tous ces milliards dans l'économie que la montée du chômage a été relativement contrôlée, que les entreprises, contrairement à ce que beaucoup d'économistes nous annonçaient dès le printemps 2020, les entreprises ont plutôt tenu et elles restent dans une situation financière, on va le voir tout à l'heure, qui reste à peu près acceptable, sauf bien sûr dans des secteurs bien particuliers qui ont été victimes du choc. Alors, comment a fait l'État? Et quand je dis l'État, c'est au sens général, avec la sécurité sociale, etc., l'État au sens large, pour financer tout ça. Tout bonnement, il s'est endetté. Quand on a besoin de dépenser beaucoup d'argent et qu'on n'a pas assez de recettes, la différence, on s'endette. Et la dette publique française, elle est passée de l'équivalent de 100% du PIB, du produit intérieur brut, donc de la richesse collective qu'on arrive à produire pendant une année. Ça, c'était à la fin 2019. À peu près, notre dette publique, c'était à peu près 100% du PIB. Et on est passé à 116% à la fin 2020. Bon, alors 100%, 116%, on a du mal à se rendre compte. Est-ce que c'est beaucoup? Pour le mesurer, il faut regarder comment l'économie s'est comportée et est-ce que cette hausse des dépenses de l'État a compensé la faiblesse de l'économie. Si vous regardez pour la France, j'ai dit tout à l'heure, on a perdu 8,8% de notre richesse et en fait, les déficits, la hausse du déficit public, c'est-à-dire la hausse de la différence entre les dépenses et les recettes que le gouvernement a accepté pour compenser ce 8,8% du PIB, c'est à peu près 6% du PIB. Donc vous voyez que le gouvernement, quand il nous dit du quoi qu'il en coûte, c'était quand même un quoi qu'il en coûte qui est resté quand même, bien que ce soit beaucoup de dizaines et de centaines de milliards, assez mesuré. On a perdu 8,8 et l'État a compensé à 6. Donc ça veut dire qu'on a compensé à peu près à 70% de la chute de notre activité. Si vous regardez les États-Unis, ils ont compensé à 170%. Donc, ils ont été bien au-delà dans le soutien à l'économie. Les autorités publiques ont été bien au-delà dans le soutien à l'économie que ce que l'économie américaine avait perdu. Nos amis britanniques, ils ont compensé à 170% aussi. Les Japonais à 180%. Et nous, la France, on fait partie avec les autres pays européens. Alors, l'Allemagne à peu près à 100%. Et tous les autres pays européens, en dépit du discours du quoi qu'il en coûte, on était plutôt on a compensé à 60%, 70%, 80%. Donc nous, je répète, on a compensé à 70%. Donc vous voyez, dire que on a fait du quoi qu'il en coûte, ça a quand même été un quoi qu'il en coûte limité. Et en dépit des dizaines et des centaines de milliards qu'on a mis dans l'économie française, on a été loin de compenser les problèmes qui étaient liés à la pandémie. Alors, bien évidemment, où est-ce qu'on a trouvé tout cet argent?
eh bien, on nous l'a prêté. Puisque j'ai dit qu'on s'était endetté, c'est bien qu'en face, il y a quelqu'un qui a de l'argent à nous prêter. Et prioritairement, qui nous l'a prêté? La Banque Centrale Européenne. Vous savez, en Europe, on a toujours la Banque de France, il y a toujours la Bundesbank en Allemagne, etc. Mais elles sont toutes regroupées dans un ensemble qu'on appelle la Banque Centrale Européenne et qui a un pouvoir absolument génial, comme toutes les banques centrales, c'est qu'elle peut décider de créer de l'argent quand elle veut. On dit ex nihilo. Voilà, elle crée de l'argent et elle en fait ce qu'on veut, ce qu'elle en veut. Et la Banque Centrale Européenne, elle a racheté beaucoup des dettes de la France. Elle a beaucoup financé la France et les autres pays. Quand je dis la France, et bien sûr, il y a des autres pays de la zone euro. Avant la pandémie, elle détenait, on va dire, une quinzaine de pourcents de la dette publique française. Aujourd'hui, elle détient à peu près un quart de notre dette. Et ça, c'est bien, c'est très avantageux. Pourquoi? Parce que contrairement à nous, individus, quand on va faire un emprunt, si on veut acheter notre maison, notre appartement, on va s'emprunter sur 10, 15, 20 ans, ça dépend des montants. Et puis, quand arrive le moment de rembourser, on est obligé de sortir de l'argent et de le rembourser. Les États, c'est pas pareil. Ils empruntent 100 sur 10 ans. Quand les 10 ans arrivent, ils payent les intérêts chaque année. Et quand les 10 ans arrivent, pour rembourser, qu'est-ce qu'ils font? Ils réempruntent 100 pour rembourser le premier créancier et puis ils sont repartis pour 10 ans. Les économistes appellent ça faire rouler la dette. Vous voyez, on emprunte du capital, on paye les intérêts et quand on doit rembourser le capital, eh bien on réemprunte le même montant, on rembourse le premier créancier et on repart pour 8 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend de l'échéance de la dette. Et donc, ce qui compte comme contrainte quand on peut faire ça, c'est le coût de la dette, c'est combien ça nous coûte en intérêt. Et c'est ce qu'on appelle donc le taux d'intérêt qui va définir le coût de la dette. À 10 ans, quand la France elle emprunte à peu près à 10 ans, c'est quasiment aujourd'hui le taux de 0%. D'accord? Donc on emprunte à 10 ans à peu près en moyenne à 0%. Ce qui fait que entre 2000 et 2020, la dette française, la dette publique française, elle a été multipliée par 2. Et sur la même période, entre 2000 et 2020, la charge d'intérêt, ce que nous coûte la dette, a été divisée par 2. Alors comment c'est possible ça? Je l'ai dit en partie, c'est dû à la politique de la Banque Centrale Européenne. Quand on a besoin de s'endetter, la Banque Centrale Européenne, la France dit qui veut bien prêter, la Banque Centrale Européenne dit moi. Et donc ça fait qu'il y a quelqu'un qui demande beaucoup de dettes et quand quelqu'un demande beaucoup de dettes, on peut baisser progressivement le taux d'intérêt. Mais quand on regarde bien, cette baisse du taux d'intérêt, c'est-à-dire combien nous coûte, nous, Français, Françaises, quand la dette publique en intérêt, on s'aperçoit que c'est depuis le milieu des années 90, donc bien avant que la Banque Centrale Européenne intervienne pour répondre à la crise de 2007-2008, puis à la pandémie, ça a commencé bien avant cette baisse des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il se passe un phénomène important dans le monde qui est que les gens qui ont de l'épargne, par rapport à ceux qui veulent investir, eh bien les premiers sont largement supérieurs aux seconds. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde avec de l'argent qu'ils veulent placer qu'il y a en face des gens qui ont besoin d'argent pour investir, que ce soit des États, des entreprises ou ce que les économistes appellent des ménages, c'est-à-dire des particuliers, des gens comme nous, des familles. Et donc, comme il y a ce surplus d'épargne mondiale, eh bien, quand il y a beaucoup d'offres de monnaie et qu'en face, il n'y a pas beaucoup de demandes, eh bien, ça fait comme tous les marchés, ça fait baisser le prix. Et le prix du bien, en l'occurrence, c'est l'argent, donc ça fait baisser le taux d'intérêt. Et en plus, il se passe quelque chose, c'est que vous avez bien remarqué que nos amis allemands, même s'ils font la même chose que nous, c'est-à-dire s'ils ont laissé exploser les déficits, si eux aussi s'endettent, ils le font beaucoup moins que nous. Et donc, quand vous êtes un investisseur et que vous voulez des trucs vraiment pas risqués, vous voulez placer votre argent dans des trucs vraiment pas risqués, vous achetez de la dette publique. La dette publique allemande, tous les investisseurs disent aucun souci, ils ne vont pas rembourser, mais comme la dette allemande est beaucoup plus petite que la nôtre, la dette publique allemande, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les investisseurs d'acheter de la dette allemande. Alors, ils se disent, je n'ai pas assez de dette allemande, qu'est-ce que je fais? Écoutez, les Français, honnêtement, la dette publique française, c'est aussi bon que la dette publique allemande, quasiment aussi bon, eh bien, j'achète de la dette publique française. Tout ça fait que ça veut dire que, a priori, entre les politiques des banques centrales, ce surplus d'épargne mondiale, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dettes allemandes, eh bien, tout ça, c'est bon pour la France. Elle devrait pouvoir continuer à s'endetter sans trop de problèmes. Alors, pourriez me dire, mais ok, pour l'instant, les banques centrales sont là, mais avec toutes ces dettes, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque qu'un jour, il y ait quelqu'un qui a un problème et qui a une grosse crise financière qui démarre?
on peut jouer à se faire peur. En 2007-2008, au moment où la crise des subprimes, la crise financière a démarré, la dette la dette qu'il y avait partout dans le monde, c'était à peu près 180 000 milliards de dollars. D'accord? En gros, c'était 3 fois le PIB mondial, 3 fois la richesse qu'on peut produire dans le monde. À la fin 2020, c'était 280 000 milliards et c'était 4 fois la richesse produite dans le monde. Alors, si on a dit en 2007-2008 qu'il y avait trop de dettes et c'est ça qui a causé la crise financière, alors qu'on était à 3 fois le PIB mondial, maintenant qu'on est à 4 fois, on a encore plus de dettes, donc on va avoir une encore plus grosse crise financière. Ça, ce serait le raisonnement de base. En fait, entre 2007-2008 et maintenant, il y a 3 différences importantes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise financière, elle a d'abord été le résultat de l'endettement des acteurs de la finance, des banquiers, des fonds d'investissement. Je vous donne juste quelques stats. Entre la fin 2002 et la fin 2008, donc juste avant que la crise financière n'explose vraiment, aux États-Unis, les banquiers, tous les acteurs de la finance, la dette de tous ces acteurs-là avait progressé de 28%. En zone euro de 40%, au Royaume-Uni de 74%. Et quand les banquiers s'endettent, ils s'endettent entre eux, ce qui fait que dès qu'il y a une banque qui a un problème, et il y a le risque, soit elle ne peut pas rembourser les autres banques, soit il y a un risque qu'elle ne rembourse pas les autres banques, ça crée un effet de panique en domino et c'est pour ça qu'on a vu pratiquement, on a cru à un moment donné, au mois de septembre-octobre 2008, après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, que le système bancaire mondial pouvait s'effondrer parce qu'une banque qui a un problème, compte tenu de toutes les interrelations entre les banques, par effet domino, ça pourrait faire tomber tout le monde. Entre 2010 et 2020, ça a été complètement l'inverse. La dette des banquiers et des fonds d'investissement n'a pas cessé de diminuer. Elle a augmenté un petit peu avec la pandémie, mais vraiment pas grand-chose. On n'est pas du tout sur la même dynamique. On a plutôt réduit les interrelations entre les banquiers, ce qui fait que l'effet domino, si des fois il devait y avoir un jour un effet domino, il serait beaucoup moins fort aujourd'hui qu'hier. La deuxième grande différence avec 2007-2008, je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour la dette française, mais c'est vrai pour la dette de tous les grands pays, les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas aujourd'hui. Donc j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, à la fois le résultat de la politique de la Banque centrale européenne pour ce qui est de l'Europe, de la Réserve fédérale aux États-Unis, etc., de la Banque du Japon au Japon, de la Banque d'Angleterre en Angleterre, et du surplus d'épargne mondiale qui fait qu'il y a beaucoup d'argent à investir. Et la troisième grande différence, c'est que ces taux d'intérêt qui sont aujourd'hui quasiment à zéro pour des grands pays comme la France, ils vont rester bas longtemps. Pourquoi? Parce que cet excès d'épargne mondiale, il va durer. Parce que pour l'instant, les politiques d'intervention de la Banque centrale européenne, elles vont durer encore peut-être 1 an, peut-être 2 ans, mais surtout ce que nous a dit la Banque centrale européenne et ce qu'ont dit toutes les banques centrales, c'est qu'aujourd'hui, donc elles nous financent, elles achètent de la dette publique française. Il y a un moment où elles vont arrêter, la BCE va arrêter d'acheter de la dette publique française, puis elle va dire voilà, j'ai combien? J'ai, mettons, 200 milliards de dette publique française. Je vais arrêter d'en acheter plus, je n'en aurai pas 250 ou 300, mais vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous ai dit sur comment les États roulent la dette, c'est-à-dire qu'au moment où ils doivent rembourser le capital, mais ils réempruntent ce capital pour rembourser le premier créancier. La Banque centrale européenne, elle a dit nous, si j'ai 200 milliards de dettes françaises, au moment où elle va arriver à échéance, eh bien, je reprêterai à la France, à l'Allemagne, à tous les pays de la zone euro, de quoi rembourser les dettes passées. Donc, je vais arrêter d'en acheter. Si j'en ai 200, j'en aurai pas 220, 230, 250, mais les 200 que j'ai, pendant quelques temps, pendant un assez long moment, je ne vais pas demander à ce qu'on me rembourse le capital, je reprêterai de quoi rembourser ce capital. Ce qui fait que ça va tirer les taux d'intérêt de la dette publique française vers le bas, et donc on en a pour quelques années, on a une petite fenêtre d'opportunité, on a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, pour laquelle on sait qu'on va pouvoir s'endetter, et on va pouvoir s'endetter à des taux d'intérêt quasiment nuls, c'est-à-dire c'est de l'argent gratuit. Est-ce qu'on va utiliser cette fenêtre d'opportunité ou est-ce qu'on ne va pas l'utiliser? J'y reviendrai en conclusion. Alors, tout ça pour dire que, est-ce que ça veut dire que même s'il n'y a pas de problème, à mon avis, de risque de crise d'endettement mondial, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun risque du tout? Non. Pourquoi? Parce que quand les banques elles ont un problème, quand elles prennent des risques, elles prêtent 100 et tout d'un coup la personne à qui elles ont prêté 100 peut rembourser que 50 ou 0, elles font des pertes. En face, comme pour toute entreprise, une entreprise, ça a pour se constituer ce qu'on appelle un capital, des fonds propres. Les fonds propres, c'est les fondations d'une entreprise, c'est les fondations d'une banque. C'est ce qui permet de tenir, c'est ce qui permet que tous les étages qu'il y a au-dessus traînent bien, tiennent bien. Donc plus vous avez de fonds propres, c'est-à-dire plus vos fondations sont solides.
Or, il se trouve que il y a quelques banques en Europe, et notamment la plus grosse banque allemande qui s'appelle la Deutsche Bank. Quand vous regardez bien les fondations par rapport au risque qu'elle prend, eh bien, les experts disent c'est peut-être pas assez. Si demain la Deutsche Bank, encore une fois, qui est la plus grosse banque allemande et donc une très grosse banque en Europe, a des problèmes, peut-être qu'elle va avoir du mal à supporter ces problèmes. Et si la Deutsche Bank a des problèmes, ça va mettre des problèmes dans tout le système bancaire européen, voire mondial. Donc attention, il y a encore quelques acteurs bancaires fragiles. J'ai parlé de la dette publique, la dette des États, mais attention, il y a aussi les entreprises privées qui s'endettent. Et si vous prenez la dette de l'ensemble des entreprises françaises, alors la Banque de France fait un calcul un peu particulier, elle dit combien doivent les entreprises françaises au reste des acteurs économiques, aux ménages, aux États, aux investisseurs étrangers. Mais elle ne compte pas la dette que les entreprises, les prêts que les entreprises se font entre elles, ce qu'on appelle le crédit inter-entreprise. Or, si demain vous êtes une entreprise toute seule, vous ne prenez pas que le secteur total des entreprises françaises. Si demain vous avez un problème, vous devez rembourser votre banquier, vous devez rembourser les gens qui vous ont prêté l'argent, mais aussi les autres entreprises. Donc si on prend toute cette dette inter-entreprise, si on calcule la dette des entreprises privées françaises au total, eh bien, c'est l'équivalent de 170% du PIB. Je vous ai dit tout à l'heure que la dette publique française, c'est 116%. L'ensemble de la dette des entreprises privées françaises, c'est 176%. Donc, si vous êtes inquiet pour la dette publique, vous allez être encore plus nerveux sur la dette, sur la dette privée. Cela dit, attention, 45% de cet endettement de toutes les entreprises françaises, c'est à plus de 10 ans. Donc, elles ont le temps un peu de voir venir. 95% de cette dette des entreprises françaises, c'est un taux d'intérêt qui est à moins de 1%. Pour 40% d'entre elles, c'est quasiment zéro. Elles empruntent pratiquement comme l'État français. Alors c'est vrai qu'avec la pandémie, vous avez sûrement entendu parler des fameux prêts garantis par l'État. Avec la pandémie, l'endettement des entreprises françaises s'est accru. Elle s'est accompagnée en même temps, et ça c'est plutôt rassurant, d'une montée de leur trésorerie. C'est-à-dire, on dit, oulala, je ne sais pas trop avec cette pandémie où est-ce qu'on va aller, je vais prendre l'argent que me prête l'État à des conditions très très particulières, et je vais le mettre de côté. Plutôt que de dire je vais éponger les pertes, je vais le mettre de côté, d'accord, cet argent, ce qui fait que leur dette a monté, mais ce qu'elles ont mis de côté au cas où a monté aussi, ce qui fait que l'endettement net, c'est-à-dire le surcroît d'endettement par rapport à avant la pandémie, en gros, c'est seulement 6,5 milliards d'euros, nous a dit la Banque de France la semaine dernière, sur un encours total de leur dette, sur un total de leur dette de 1 000 milliards. Donc, vous voyez, avec la pandémie, les entreprises françaises étaient déjà avant la pandémie très endettées, mais avec la pandémie, elles se sont endettées un peu plus, mais pour mettre un peu plus d'argent de côté, ce qui fait que leur dette supplémentaire liée à la pandémie, c'est 6,5 milliards sur un total de dette d'environ 1 000 milliards. C'est franchement pas grand-chose. Il n'y a pas de quoi paniquer. Mais attention quand même, ça c'est vrai pour tout l'ensemble des entreprises françaises. Il peut y en avoir une, deux, ça peut être des grosses, qui peuvent avoir des problèmes. Donc, pas de problème de dette publique, à mon sens, de crise de dette publique au niveau mondial, mais quand même un risque des banques, quelques banques européennes qui peuvent être fragiles. Deuxième risque, attention à l'endettement des entreprises privées. Troisième risque, un sujet que j'aime bien, que je suis depuis très longtemps, nos fameux paradis fiscaux. Si vous regardez les îles Caïmans ou l'Irlande, vous savez, pour financer l'économie, vous avez le système bancaire, vous pouvez aller sur les marchés financiers, puis il y a ce que les économistes appellent le shadow banking, la banque de l'ombre, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui prêtent de l'épargne pour reprêter aux gens, mais ils le font de manière un peu plus risquée parce qu'ils cherchent de gros rendements. Eh bien, si vous prenez les îles Caïmans ou l'Irlande, cette finance de l'ombre, elle pèse beaucoup plus fort que dans les autres pays. Et là, il se passe des trucs qu'on ne maîtrise pas bien, ils ne sont pas transparents, c'est vraiment opaque. Donc, l'argent vient d'où? Ils l'ont prêté à qui? Ils ont pris quel risque? On ne sait pas trop. Attention qu'on n'ait pas une crise qui vienne de ces fameux paradis fiscaux. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu qu'il y a un accord mondial qui a été passé jeudi pour essayer de remettre en cause ces paradis fiscaux. Ce n'est pas le sujet du jour. Si vous voulez qu'on en parle après, on pourra en parler après. Je pourrai vous dire ce que j'en pense. Quatrième risque, qui est beaucoup mis en avant ces derniers temps, les cyberattaques. Les financiers, les banquiers se retrouvent de plus en plus attaqués par des cybercriminels. Attention. Et puis, le dernier gros risque que je vois, c'est quand même le changement climatique. Vous avez beaucoup d'entreprises, par exemple, vous prenez une grande entreprise française pétrolière qui, pour établir l'état de sa fortune, va dire, regardez toutes les réserves de pétrole que j'ai dans le sol, au fur et à mesure que je vais les utiliser, je vais créer de la richesse, donc ayez confiance dans mon avenir. Sauf que si demain, vraiment,
on a des politiques étatiques qui tout d'un coup se resserrent et qui disent attention là, non, le pétrole, il faut aller beaucoup plus vite pour décarboner nos économies. Toute cette richesse qui était là et qui correspond à la richesse physique qui est dans le sol, le pétrole, qui correspond à une richesse financière, tout ça va s'effondrer. Les économistes appellent ça des actifs échoués. On détient des actifs, on a quelque chose qui nous apporte de la richesse, mais c'est en train de s'échouer. Leur valeur va s'effondrer du fait des luttes, des politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, si vous avez plein d'entreprises qui sont carbonées, les banques qui prêtent de l'argent à ces entreprises qui sont très carbonées, vont peut-être avoir des difficultés à se faire rembourser. Donc attention, là aussi, il y a un gros risque il y a un risque possible de crise financière. Autre type de risque possible que les organisateurs m'ont demandé de traiter, est-ce que avec tout cet argent qu'on met, avec des économies qui repartent un petit peu doucement, beaucoup d'argent, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation, que tout d'un coup on ait une hausse des prix assez importante? J'en profite pour redéfinir ce qu'on appelle de l'inflation. L'inflation, c'est une hausse généralisée et entretenue dans le temps de l'ensemble des prix. Si demain, vous voyez que parce que les prix du pétrole ont augmenté, l'essence coûte un petit peu plus cher. Si demain, vous voyez que parce qu'il y a eu du gel sur les abricots, il y a une augmentation du prix des abricots, tout ça, c'est pas de l'inflation, c'est une hausse de prix relatif. Il y a certains biens, les abricots ou l'essence, dont vous allez voir le prix monter. Le prix monter par rapport aux autres biens dont le prix ne monte pas, mais c'est ce que les économistes appellent une hausse des prix relatifs de certains prix par rapport à d'autres prix. Ce n'est pas une hausse généralisée, donc de tous les prix, et entretenue dans le temps, année après année, de l'ensemble des prix. Donc c'est ça l'inflation. Et là, honnêtement, moi, je ne vois pas de source d'inflation durable. Alors, il pourrait y en avoir deux. D'abord, le prix du fret maritime. On a tellement l'habitude d'acheter des produits qui viennent de l'étranger qu'on oublie que, par exemple, quand ils sont produits en Chine, il faut les mettre dans des containers, ça part sur des bateaux et ça arrive chez nous. Il se trouve que, comme avec la pandémie, il y a plein de containers, il y a plein de bateaux qui sont restés un petit peu sur le côté, ou des vieux bateaux qui ont été mis de côté, au moment où l'économie commence à repartir depuis le début de l'année, il n'y a pas assez de bateaux. Ce qui fait, par exemple, le prix d'un container, le prix d'un gros bateau, non, d'un container au départ de la Chine, pour l'Europe, avant la pandémie, en gros, c'était $1 000. Aujourd'hui, c'est plus de $3 000. Mais tous les spécialistes disent, attention, c'est juste le temps que les bateaux et les containers se remettent en route, mais ça ne va pas durer. Puis, il y a une autre source possible d'inflation qui sont les goulots d'étranglement. Justement, il y a 3 semaines, un mois, on a eu une enquête de la Banque de France. Elle a été voir les entreprises et elle leur a dit, est-ce que vous avez des difficultés de l'approvisionnement? Est-ce que vous avez des choses dont vous auriez besoin pour produire que vous n'arrivez pas à trouver? Ce qui fait que si vous voulez les acheter, il va falloir les payer beaucoup plus cher. Du coup, pour compenser, vous allez augmenter vos prix. Est-ce que ça peut être une source d'inflation? La Banque de France, elle pose cette question généralement tout le temps, et généralement, il y a 3% des entreprises, en gros, qui disent oui, on a des petits problèmes. Là, il y a un mois, quand la Banque de France a posé la question, il y avait un quart des entreprises qui ont dit oui, on a un problème. Mais, donc ça pourrait être inquiétant, mais quand on regarde bien, on s'aperçoit que ces quelques secteurs, ce quart est tiré par les entreprises de quelques secteurs bien particuliers. Par exemple, l'automobile. Pourquoi? Parce que peut-être que si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu qu'il y a une pénurie mondiale en ce moment d'un composant qui est extrêmement important pour l'automobile, pour nos ordinateurs, pour nos smartphones, etc. C'est ce qu'on appelle les semi-conducteurs, les petites puces qu'on met dans tous les produits électroniques, et il y en a beaucoup dans les voitures maintenant. Et donc, automobile, fabrication de produits électroniques, fabrication de produits informatiques, smartphones, etc. Avec cette pénurie de semi-conducteurs, si vous voulez en acheter, il faut les payer vraiment beaucoup plus cher si vous arrivez à en trouver. Et du coup, là aussi, ça peut être une source d'inflation. Pour autant, la Banque de France a dit qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Ce n'est pas généralisé à l'ensemble de l'économie. Pour l'instant, et jusqu'au mois de juillet, août, par exemple, nos producteurs automobiles avaient fait des stocks de semi-conducteurs, ont puisé dans les stocks de semi-conducteurs. Donc voilà, jusqu'à juillet-août, ça ne va pas être trop tendu. Après, il peut y avoir un peu de tension, mais c'est le temps aussi là que l'économie mondiale reparte, qu'en Asie, où on en fabrique beaucoup, ça reparte. En Europe, on veut en fabriquer, aux États-Unis aussi, etc., etc. Donc c'est juste temporaire. À mon avis, il n'y a pas de problème spécifiquement inflationniste qui serait dû à tout ça. Alors je vais terminer avec
Ce qui est ma véritable inquiétude pour les mois qui viennent, ou plutôt pour les années qui viennent, parce que 2021, 2022, ça va, mais à partir de 2023, moi, j'ai une vraie inquiétude. Et mon inquiétude, c'est la suivante: un retour trop rapide des politiques budgétaires d'austérité, surtout en Europe. Pourquoi je dis ça? Bercy prévoit une croissance moyenne en volume, c'est-à-dire hors effet prix, des dépenses publiques de la France sur 2023-2027 de 0,4%. Alors 0,4%, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Il faut comparer ça à la progression historique de nos dépenses publiques. Et si vous prenez les dépenses publiques françaises, donc en volume, hors effet prix, sur la période 1979-2019, en gros, en moyenne, c'est 2,4%. Donc on passe d'une croissance à peu près moyenne de 2,4%. Le Bercy nous dit qu'il faut qu'on passe à 0,4. Donc vous voyez que, bien sûr que c'est encore de la croissance de la dépense publique, mais pour savoir si c'est une politique d'austérité ou pas, il faut savoir si la politique de dépenses et d'impôts de l'État contribue positivement à soutenir l'économie ou négativement à retirer de la croissance de l'économie. Et quand vous faites chuter comme ça la progression des dépenses publiques, vous vous dirigez vers une politique austéritaire. Et comment on fait pour passer d'une croissance des dépenses publiques de 2,4% en moyenne à 0,4% en moyenne? Vous êtes obligé de taper assez sévèrement, fortement dans les dépenses publiques. Quelles sont les dépenses publiques les plus importantes en France? Évidemment, les dépenses de protection sociale. Prenez juste les dépenses de retraite, c'est à peu près l'équivalent d'un quart du PIB, d'un quart, du total des dépenses publiques. Donc, si vous voulez vraiment taper fortement dans la dépense publique, il va falloir taper dans les dépenses de protection sociale. D'où, si vous avez suivi un petit peu l'actu, la volonté du gouvernement de faire une réforme des retraites, une réforme des retraites, oui, pour diminuer le montant des dépenses de retraite, d'où, si vous avez suivi l'actualité, ce qui devait être mis en place avant-hier au 1er juillet, une nouvelle réforme des allocations chômage, là aussi pour diminuer les allocations chômage qui étaient distribuées. Le Conseil d'État a retoqué la politique du gouvernement, donc il n'a pas pu le mettre en œuvre. C'est reporté de quelques mois, mais on voit bien la direction. Distribuer moins d'allocations chômage, distribuer moins de retraites, etc., etc. C'est la seule façon de vraiment diminuer les dépenses publiques. Si vous voulez diminuer les dépenses publiques, c'est de taper dans la protection sociale. Inquiétude, pourquoi? Pour moi, parce que la France, donc à partir de 2023, c'est pas pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine, à partir de 2023, inquiétude parce que la France fait ça, mais quand vous regardez tous les plans budgétaires que l'ensemble des pays européens ont envoyés à la Commission européenne pour dire bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour ça que tous les plans en Europe vont dans le même sens. Le déficit budgétaire de la zone euro, il va passer sous la barre des fameux 3% dès 2023, il va s'approcher de 2% en 2024 et le tout ne reflète pas seulement une amélioration de la conjoncture. Évidemment, quand la croissance va mieux, les entreprises vont mieux, les ménages vont mieux, donc il y a plus d'activité, il y a plus de rentrées fiscales. Donc ça explique une partie du fait que l'État va diminuer son déficit, mais l'autre partie, c'est que beaucoup d'États européens ont dit nous aussi, on va faire comme la France, on va taper dans nos dépenses publiques. Ça, c'est vraiment pas le moment de le faire. Pourquoi? Parce que vous voyez que d'un côté, d'abord une politique d'austérité, ça casse la croissance dans les pays où c'est mis en œuvre. Donc attention à l'Europe si on fait ça collectivement. Et là, on commence, vous savez, il va y avoir des élections législatives en Allemagne à la fin septembre. Donc voilà, le débat politique, économique en Allemagne, il commence à monter. Et là, vous voyez que les conservateurs qui sont en tête dans les sondages aujourd'hui disent là, ok, avec la pandémie, on a augmenté les déficits budgétaires, on a augmenté les dettes, mais il va falloir revenir très très rapidement au sérieux. Il va falloir resserrer tout ça. Il va falloir vite diminuer les déficits, vite diminuer les dettes. Et ça veut dire la même bêtise qu'on a faite après la crise de 2007-2008, c'est-à-dire des politiques d'austérité trop sévères qui ont cassé la croissance française, qui ont augmenté le chômage, etc. Il ne faudrait pas qu'on refasse la même bêtise. Alors, vous écoutez notre ministre des Finances, Bruno Le Maire, a dit on a retenu le son. Vous écoutez les ministres des Finances des autres pays européens, on a retenu le son, on ne va pas faire les mêmes bêtises. C'est vrai qu'on ne fait pas les mêmes bêtises parce que, alors que peut-être si on a de la chance, la pandémie est plutôt sur la fin en 2021, peut-être. Bon, de toute façon, si la pandémie continue, les États continueront à soutenir les économies. Mais même si mettons qu'on arrive à la fin de la pandémie en 2021, peut-être début 2022, c'est vrai qu'en 2022, on va laisser encore un petit peu des aides d'État et après, on va resserrer très vite. À mon avis, on va resserrer trop vite. Alors que, on sait bien que
pour la dépendance, pour la transition écologique, pour la transition numérique, etc., etc. On a besoin au contraire d'investir beaucoup d'argent. Les États ont besoin d'investir beaucoup d'argent. Les entreprises privées ne le font pas d'elles-mêmes. Les horizons d'investissement à 10-15 ans, ce n'est pas évident. Il faut que l'État mette la main à la pâte. C'est au moment où on va avoir besoin de beaucoup d'investissements publics que les États européens commencent à dire, bah nous, oh là là, attention, on a trop de déficit, on a trop de dettes, il faut qu'on réduise tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est pas bon pour l'Europe parce que ça va provoquer de l'austérité, et ça va provoquer de l'austérité à un moment où qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? Joe Biden, de son côté, lui, il met des milliers de milliards de dépenses sur la table à court terme pour aider les ménages américains qui ont eu des problèmes avec la pandémie, mais aussi sur le moyen long terme pour développer la compétitivité de l'économie américaine. Donc au moment où nous, on va commencer à dire, oh là là, il faut, très frileux, il ne faut pas qu'on dépense trop, les États-Unis, eux, ils vont se mettre à dépenser un maximum pour gagner en compétitivité, plein d'investissements publics pour la transition climatique, pour produire des semi-conducteurs, pour être super compétitifs dans 10 ans. Si vous regardez le 14e plan chinois qui a été proposé il y a 2-3 mois maintenant, c'est exactement la même chose. Les Chinois vont dépenser à fond pour être prêts en intelligence artificielle, etc., pour vraiment gagner en compétitivité pour l'économie de demain. Au milieu de ces deux géants, nous, petits Européens, on est là à se dire, oh là là, mais attention, on a peut-être trop de dettes publiques, on a peut-être trop de déficits, il va falloir qu'on resserre et qu'on resserre très très vite. Donc ma crainte, c'est que cette politique d'austérité à partir de 2023 et pour les années qui viennent, ne conduise l'économie européenne à se rétracter au moment où les deux autres géants de la planète vont, eux, prendre une expansion assez importante parce qu'ils font le pari qu'on a quelques années, comme j'ai dit tout à l'heure, où les taux d'intérêt sont quasiment nuls. Est-ce qu'on utilise cette fenêtre d'opportunité historique qu'on n'a jamais connue historiquement, hein, des taux d'intérêt où les États peuvent emprunter quasiment à zéro et ça va peut-être durer encore quoi, 3, 4, 5 ans? Est-ce qu'on profite de cette fenêtre? Après, les taux vont remonter sûrement. Est-ce qu'on profite de cette fenêtre pour faire tous les investissements publics dont on a besoin? Ou au contraire, est-ce qu'on se rétracte? Les États-Unis et la Chine disent banco, on y va, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais allons-y, profitons-en. Les Européens disent l'inverse. Et là, je pense que c'est vraiment très, très mauvais pour l'avenir de l'Europe. Et c'est ça mon inquiétude première aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Alors, ben merci beaucoup. Donc moi, forcément, j'ai plein de questions et puis je vais probablement jouer les candides et jouer justement poser des questions bêtes pour voilà, mais tout à fait, mais pour qu'on puisse grossir le trait et voir et bien comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, et je vais repartir de ce que vous me disiez à la fin. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, on a une dette, on rembourse pas le capital et on rembourse que les intérêts de la dette. Ouais. Donc, qu'est-ce qui empêche de continuer à s'endetter? Là où il faut faire attention, c'est si demain les taux d'intérêt remontent. Rappelez-vous de la Grèce en 2010-2011, ils s'étaient endettés, beaucoup endettés, beaucoup endettés. Puis tout d'un coup, après la crise financière de 2007-2008, il y a des investisseurs qui ont dit dites donc, la Grèce, avec toute cette dette, est-ce que vraiment elle va être capable de le rembourser, de rembourser cette dette? Allez, les Grecs, plutôt que de lui demander 2-3% de taux d'intérêt, je vais lui demander 4-5%. Ah, puis non, vraiment, je crains beaucoup qu'elle ne rembourse pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les taux d'intérêt ont fini par exploser. Quand vous avez beaucoup de dettes publiques et que les taux d'intérêt sur votre dette, c'est autour de 0, 1, 2, vous n'avez pas de problème pour rembourser. Si un jour vous créez une incertitude du côté des investisseurs qui disent voilà, finalement, ce pays, je ne suis pas sûr qu'il rembourse, je vais prendre une petite assurance, je vais demander plus d'intérêt. À ce moment-là, votre dette, elle devient complètement immaîtrisable. Si elle est très importante et que les taux d'intérêt montent, ça devient immaîtrisable. Honnêtement, ce n'est pas du tout la situation de l'économie française. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, les gouvernements européens ont tendance à dire je veux diminuer les dépenses publiques pour ne pas augmenter la dette. Parce que quelque part, pourquoi le font-ils? Eh ben, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'ils le font de manière idéologique. Vous savez que l'économie allemande domine l'économie européenne et les débats politiques allemands donnent un peu le là dans l'ensemble des pays européens. Et il y a ce côté, vous savez, si vous prenez l'étymologie du mot dette, ça revient c'est proche du mot péché en grec ou en latin. Donc il y a ce côté que si vous endettez, c'est que vous savez, nous c'est la cigale et la fourmi.
hein. La cigale, elle chante sur la table, mais la fourmi, l'animal qui est vraiment bien sérieux, c'est la fourmi. Et puis, hein, vous avez chanté tout l'été, et ben dansez maintenant. Donc, on a cette image avec La Fontaine que le comportement sérieux qui est bien, c'est de mettre de l'épargne de côté. Pendant ce temps-là, vous avez les Américains, ça fait 40 ans qu'ils dansent sur la table avec l'épargne des autres pays et que les autres pays viennent leur prêter. Dites-moi quel est le plus puissant, celui qui danse sur la table et qui travaille pas trop parce que c'est les autres pays qui lui prêtent de l'épargne, ou ceux qui travaillent toute la journée, y compris le week-end, comme moi aujourd'hui, pour travailler encore plus et puis avoir encore plus d'épargne. Moi, je trouve que celui qui a le plus de pouvoir, quelque part, c'est le débiteur, car quand il arrive à être un débiteur sur la longue durée, c'est-à-dire quand il n'a pas de crise de la dette, plutôt que le créancier. Et donc, le choix de réduire les dépenses publiques, il y a un côté moral pratiquement, et puis il y a un côté Protestant. idéologique. On a quand même, c'est comme ça que c'est présenté chez les Allemands, et puis il y a aussi un côté, à mon avis, que dans certains pays, l'idée que quand il y a beaucoup de protection sociale, oh ouais, quand vous distribuez des allocations chômage aux chômeurs, bah, les gars ou les filles, ils restent dans leur canapé à regarder des séries sur Netflix plutôt que d'aller chercher du travail. Donc il y a cette idée qu'il faut réduire les dépenses publiques parce que bah, on aide trop ces gens à rien faire. Donc je pense qu'il y a ces dimensions-là et malheureusement, je pense que ça correspond à faire des choix globaux dans l'ensemble des pays de l'Europe qui ne vont pas dans le bon sens. Donc c'est intéressant parce que effectivement vous dites que l'économie c'est aussi des croyances, c'est aussi des prises de Oui, position idéologiques. oui, C'est pas que des mouvements financiers où on aurait tendance à penser qu'il y a une espèce de règle immuable qui s'applique à tout le monde, mais en fait il y a aussi la position qu'on prend par rapport à ces règles économiques. Ok, tout à super. fait. Alors, il y avait pas mal de questions que je vais relayer où effectivement vous dites: «Bah oui, mais non, il y a pas d'inflation», mais j'ai vu passer dans le chat beaucoup de gens qui disent: «Ouais, mais alors l'alimentation, elle est en train d'augmenter», qui est en train de dire, alors je sais qu'effectivement, par exemple, les artisans aujourd'hui ont des matières premières et pas que les Oui. semi-conducteurs qui, augmentent dans des proportions, extrêmes. Est-ce que tout ça, ça va pas quand même créer de l'inflation? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ça crée une augmentation de certains prix par rapport à d'autres. En même temps, vous avez le prix des ordinateurs qui baisse, vous avez d'autres prix qui baissent pendant que certains montent. Donc ce qui compte pour dire est-ce qu'on va vraiment avoir de l'inflation, c'est qu'il faudrait que tous les prix montent ou si certains artisans ont des problèmes, ça fait monter leur prix. Les gens qui utilisent les biens produits par ces artisans dire bah, c'est plus cher, du coup j'augmente aussi mes prix. Et puis je le fais d'année en année toujours de plus en plus. Ça, il faut vraiment pour qu'on ait de l'inflation, il faut qu'on ait une augmentation généralisée des prix. Et en fait, quand est-ce qu'on a ça? On a ça quand, hein, au bout d'un moment, les entreprises produisent de plus en plus de manière efficace, mais la progression des salaires que demandent les salariés va beaucoup plus vite que ce qu'on appelle ces gains de productivité, c'est-à-dire ces gains d'efficacité. Et là, quand les salaires augmentent beaucoup plus vite que la capacité avec laquelle les entreprises peuvent produire de manière de plus en plus efficace, généralement, c'est ça qui nourrit des phénomènes d'inflation généralisée dans toute l'économie. C'est comme ça qu'on a fonctionné dans les années 60. Hein. Les entreprises françaises, elles étaient très efficaces. Qu'est-ce que je fais de ces gains d'efficacité? Bah, en partie, je vais les donner en augmentation de salaire à mes salariés. Augmentation de salaire à mes salariés, je m'aperçois 1 ou 2 ans après que ça a été plus vite que mes gains d'efficacité. Donc, pour rattraper le coup, j'augmente mes prix. Du coup, comme les prix augmentent, les salariés disent attendez, vous avez donné un peu de salaire, mais vous augmentez les prix plus vite, donc je veux plus de salaire, donc je veux plus de prix. Et ça, cette boucle prix-salaire, elle s'est mise en place dans les années 60. Tant qu'on n'était pas avec des économies très ouvertes, bah, ça ne posait pas trop de difficultés. Puis au bout d'un moment donné, rappelez-vous quand Raymond Barre, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, quitte le pouvoir avec Giscard d'Estaing en 1980, l'inflation en France, c'est 13,5%. 13,5%. Aujourd'hui, c'est pour ça que les économistes, pour bien mesurer s'il y a des effets comme ça structurels ou pas, ils mesurent généralement l'inflation de manière générale et ils mesurent l'inflation hors les variations des produits saisonniers du type le pétrole ou les fruits et légumes. Et quand vous enlevez le pétrole ou les fruits et légumes en Europe, il reste pratiquement plus d'inflation, il reste 1,5%, entre 1,5% et 1%. Pas vraiment, pas du tout Ok. de vraies tensions structurelles de montée régulière et forte des prix. Alors, il y avait aussi, donc, je vais revenir sur la dette, tant pis, donc, des questions qui étaient de l'ordre de, alors, est-ce qu'on va devoir la rembourser,
cette dette. Voilà, est-ce qu'on va devoir la rembourser? C'est vrai qu'on entend souvent, les gens ils disent: «Ouais, mais donc de toute façon, maintenant qu'on a de la dette, on est obligé», on entend aussi nos enfants vont porter cette dette. Bien savoir ce que ça veut dire exactement. Donc, est-ce qu'on va avoir à rembourser la dette? Oui, bien sûr. Quand quelqu'un vous prête de l'argent, il s'attend à être remboursé. Donc, c'est pareil pour ceux qui prêtent de l'argent à l'État français. Oui, on rembourse cette dette. Mais nous, enfin, quand on est un particulier, j'emprunte sur 15 ans pour acheter ma maison ou pour acheter mon appartement, pour acheter mon logement. Je paye mes intérêts. Au bout de quelques années, je commence un petit peu à rembourser le capital. Et puis, au bout des 15 ans, j'ai plus aucune dette. J'ai payé les intérêts, j'ai remboursé le capital, c'est réglé. Les États ont cette particularité que tant qu'ils inspirent confiance aux investisseurs, au moment où ils doivent rembourser le capital, ils réempruntent exactement le même montant d'argent. OK, à fin 2021, je devais rembourser 10 milliards à tel investisseur. Qui veut bien me prêter 10 milliards parce que je dois le rembourser? Voilà, on me prête 10 milliards, je rembourse mon créancier et je redois 10 milliards pour les 10 prochaines années. Et Donc, tant que le taux reste le même, il n'y a pas de problème. et tant que le taux reste le même, voire baisse, ce qui s'est passé depuis le milieu des années 90, je peux le faire et en plus, ça me coûte de moins en moins cher. OK. Donc, on va rembourser, mais pas le capital, en fait. Voilà. Donc, on C'est revient ça, on va effectivement rembourser, mais à. on va réemprunter pour rembourser le capital. OK. Alors, j'avais des questions. Ah, Véronique, que pensez-vous du grand reset et de la réinitialisation évoquée par la directrice du FMI? Qu'est-ce que c'est que ça, grand reset? Vous savez, c'est comment ça s'appelle? C'est Davos, enfin, effectivement, ils ont appelé ça le grand reset pour dire Ah, qu'ils veulent réinitialiser l'économie. Et en réalité, personne ne sait ce que ça veut dire vraiment. Voilà. Donc, peut-être je que vous comprends, savez mieux. effectivement. Alors, effectivement, le grand reset, c'est de dire, vous prenez, si vous voulez en avoir une belle illustration et une belle démonstration vraiment très claire, je vous conseille de lire le nouveau livre de Patrick Artus et de Marie-Paul Virard. Donc, Patrick Artus, c'est un économiste qui travaille à la banque Natixis, et Marie-Paul Virard, c'est une collègue journaliste. Et Artus amène Très des idées. intéressant et très simple à lire. Tout à Et fait. voilà, très intéressant et très simple à lire. Et si vous prenez le dernier livre, leur dernier livre, ils vous disent, voilà, le capitalisme des 40-50 dernières années a plutôt été libéral, c'est-à-dire il a plutôt fait confiance au marché financier, aux acteurs privés en disant les États n'ont pas trop à intervenir. Et la conséquence de ça, ça a été quoi? Un capitalisme injuste, il y a eu une montée partout des inégalités et inefficace, il est de moins en moins source de gains de productivité, de gains d'efficacité dans la façon de produire. La progression de l'efficacité du capitalisme s'est effondrée au cours des 30-40 dernières années. Et donc le reset, c'est de dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on arrête d'avoir une économie mondiale qui fonctionne avec d'un côté de plus en plus d'inégalités et qui en plus de l'autre côté est de moins en moins efficace. Pourquoi c'est de moins en moins efficace? Parce que vous avez des grosses entreprises type les GAFAM qui deviennent tellement riches avec leur position de monopole, qui ont tellement d'argent qu'ils finissent par racheter leurs concurrents s'il y a un problème. Et puis c'est un capitalisme, donc un capitalisme essentiellement rentier, plus que d'innovation, et puis de plus en plus d'inégalités, parce que quand vous voyez qu'à chaque fois que des entreprises produisent beaucoup de richesses, qu'est-ce qu'elles en font? Une petite partie va pour investir, pour préparer l'avenir, une toute petite partie va vers les salariés, une grosse partie va vers les actionnaires et la distribution de dividendes. Donc ça enrichit les plus riches. Ça, c'est un phénomène qui est très marqué aux États-Unis, qui est très marqué au Royaume-Uni, beaucoup moins marqué en France, mais quand même. Il y a des évolutions d'inégalité. Elles augmentent plutôt, mais de manière beaucoup plus mesurée qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et donc, ce capitalisme inefficace et injuste, le grand reset, ça consistera à dire il faut qu'on change quand même quelque part un peu les règles du jeu pour que tout le monde en profite. Le capitalisme, c'est plutôt bien comme système, mais il y a une autre façon de faire du capitalisme qui est un capitalisme moins injuste, qui respecte plus la planète, parce qu'on est quand même en train de réduire on est quand même en train de détruire la planète. Les experts scientifiques du GIEC nous disent que là, avec les politiques actuelles, on est quand même largement parti vers un réchauffement climatique à au moins 2 degrés, avec des conséquences qu'on ne maîtrise plus sur les économies et sur la vie des gens, et donc un capitalisme qui est aussi inefficace. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer un peu les règles du jeu pour avoir un capitalisme qui arrête de détruire la planète, qui est moins injuste et qui pourrait être un peu plus efficace? Mais pour l'instant, c'est beaucoup.
Ok, alors question également par rapport à, parce que là vous nous avez parlé de l'Europe, vous nous avez parlé des États-Unis, mais la Chine, est-ce qu'elle détient notre dette? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va venir nous manger les, je sais pas quoi, les rouleaux de printemps sur le dos? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la Banque centrale européenne, donc elle détient à peu près un quart de notre dette, et les autres banques centrales du monde, donc il y a un peu la Banque centrale des États-Unis, mais il y a beaucoup les banques centrales des pays pétroliers, et la Banque centrale chinoise détiennent en gros aussi un quart de notre dette. Donc oui, les Chinois détiennent une partie de la dette française, comme ils détiennent une bonne partie de la dette publique américaine et d'autres pays. Encore une fois, est-ce que dans un rapport entre créanciers et débiteurs, quel est celui qui est le plus fort? Alors, si quelle est la fourmi, on a l'impression que c'est toujours la fourmi qui est la plus forte. C'est celui qui prête, parce que si demain il dit ah bah, j'arrête de vous prêter, paf, on se retrouve complètement coincé. Sauf que pourquoi est-ce que les Chinois feraient ça, honnêtement? Pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient de prêter à la France, à quelques pays européens? Pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient de prêter aux États-Unis? Une fois qu'ils vont récupérer cet argent, qu'ils arrêtent de prêter, voire ils revendent la dette en disant débrouillez-vous maintenant, je ne veux plus vous prêter d'argent. Qu'est-ce qu'ils feraient de cet argent? Bah rien du tout. Ils pourraient rien en faire, ils vont pas l'enterrer sous terre ou le mettre sous leur matelas. Donc moi j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que les acteurs chinois qui ont de l'argent à prêter vont continuer à le prêter au reste du monde. Ok. Alors, il y avait une question aussi sur les crypto-monnaies. C'est vrai qu'on parle beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui. Et moi, j'en ai une autre encore après. Mais donc, qu'est-ce que vous avez à dire des crypto-monnaies? Est-ce que c'est l'avenir? Déjà, alors peut-être à mettre en rapport avec est-ce que le système financier va s'écrouler? Parce que généralement, on présente ça souvent en disant bah, l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui va s'écrouler. Donc, on va aller investir dans les crypto-monnaies parce que ça va nous sauver de l'horreur. Alors, une monnaie, ça sert à quoi? Une monnaie, ça sert à mesurer les prix. Si vous voulez savoir si une maison par rapport à une voiture, ça coûte cher ou pas, bah, vous avez un prix. Et ce prix, dans votre tête, et quand vous voulez chercher l'information, vous l'avez en euros. Vous ne l'avez pas en bitcoin ou en crypto-monnaie, d'accord? Une monnaie, ça sert aussi à faire des transactions. Si vous allez acheter votre baguette à côté ou si vous allez faire des courses au supermarché, il y a quelques boutiques qui prennent les bitcoins, par exemple. Mais c'est complètement idiot de dire je vais prendre des euros, que je vais transformer en bitcoin pour payer mes courses. On va prendre l'abonnement en bitcoin que je vais remettre en euros pour avoir ça dans mon porte-monnaie. Donc, c'est pas non plus le bitcoin ou les autres crypto-monnaies, ça sert pas non plus à faire les transactions. Donc, ça ne sert pas à comparer les prix, ça ne sert pas à faire les transactions. Par contre, ça sert à la troisième chose que font toutes les monnaies, ça sert à placer de l'argent. J'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'achète des maisons pour louer? Est-ce que j'achète des actions sur la bourse pour essayer de gagner de l'argent? Ou est-ce que je mets ça en crypto-monnaie? Donc, des trois fonctions de la monnaie traditionnelle, comparer les prix, faire des transactions, placer de l'argent, ça ne fait que la troisième. Donc, ce n'est pas vraiment une monnaie. Et si ce n'est pas une monnaie, si ça fait que la troisième fonction de la monnaie, en fait, c'est juste quoi? Un actif financier sur lequel vous placez de l'argent. Et alors là, cet actif financier sur lequel vous placez de l'argent, si vous avez suivi le cours du Bitcoin, par exemple, qui est la première de ces crypto-monnaies, depuis que ça existe, vous avez vu que ça fait des bonds de 15, 20, 30, 40, 80%, puis ça s'écroule de quart. C'est un marché hyper contrôlé, hyper manipulé par de gros acteurs. Les gens qui ont créé les premiers bitcoins, vous savez, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais vous avez 90% des bitcoins qui sont dans les mains de Je crois même que 1%. c'est 99%. Voilà, qui sont dans les mains de quelques pourcents simplement. Donc à chaque fois que vous allez jouer sur le Bitcoin et que ça grimpe, vous enrichissez les premiers qui ont inventé ce truc. Donc le Bitcoin, c'est une monnaie inutile, c'est juste un actif spéculatif qui sert absolument à rien dans l'économie. Ça détourne de l'argent qui pourra peut-être aller financer des projets productifs. Et moi, si j'étais régulateur, je supprimerais et j'interdirais toutes ces crypto-monnaies qui ne servent absolument à rien. Ok. Question, puisque tout à l'heure vous avez parlé de effectivement peut-être des doctrines qui ne sont pas pour le fait de soutenir avec des aides sociales un certain nombre de personnes. Alors le revenu universel par rapport à ça, qu'en pensez-vous? Le revenu Parlons universel, d'avenir. Est-ce qu'il va arriver un jour? Est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut en faire?
C'est un éditorialiste économique, je ne sais plus lequel, qui a dit il n'y a pas longtemps, le revenu universel, c'est une idée dont le temps est passé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était une idée dont le temps est venu. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins d'études, beaucoup moins d'économistes et beaucoup moins de politiques qui défendent cette idée. Alors, c'est en partie conjoncturel, c'est lié à la pandémie. Il y a plein de Pourtant, choses on à a s'occuper. quasiment été en revenu universel avec toutes les aides qui ont été versées, le chômage partiel, avec des personnes qui peut-être travaillaient ou ne travaillaient pas. C'était presque du revenu universel, cette affaire. Voilà, c'est la réponse qui est donnée. Le jour où il y a besoin d'aider les gens, on a déjà des moyens économiques, on a déjà des moyens financiers, des moyens institutionnels de distribuer cet argent sans qu'on ait besoin de créer spécifiquement un revenu universel. Il y a, vous savez, tous ces arguments qui consistent à dire est-ce que vraiment, déjà, est-ce qu'il faut le donner à tout le monde? S'il est universel, a priori oui. Pourquoi est-ce que le fils Lagardère ou le fils de Bernard Arnault, on aurait besoin de lui donner 600 à 800 euros par mois? Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le finance? Est-ce que ça remplace les autres aides sociales ou est-ce que ça vient en plus des autres aides sociales? Vous voyez, il y a plein de questions qui ne sont pas résolues aujourd'hui et du coup, en pleine pandémie, on va encore avoir quelques années de gestion de post-pandémie. Le débat s'est plutôt un petit peu effacé ces derniers temps. Donc c'est trop compliqué aujourd'hui, il y a trop de questions sans réponse Pour pour que l'instant, oui. ça soit d'actualité. Une question du GUET, que pensez-vous du fait qu'on veut supprimer l'argent liquide? Alors, on ne veut pas du tout supprimer l'argent liquide. C'est vrai que la fin du cash, c'est quelque chose qu'on a tous en tête. Et en fait, si vous regardez combien il y a de cash qui circule dans l'économie mondiale en 1980, 90, 2000, 2020, vous apercevez qu'il y en a de plus en plus. En fait, il y a de plus en plus de cash qui circulent, contrairement à l'idée qu'on peut avoir, parce qu'on paye nous de plus Absolument. en plus avec nos cartes bleues, c'est que les gens payent de plus en plus. Ils payent de plus en plus en carte bleue, mais aussi de plus en plus en cash quand on prend au niveau mondial. Mais même au niveau européen, vous avez, c'est la Suède, je crois, où vous avez le cash qui diminue. Et la Banque centrale suédoise a dit, oui, mais regardez, et les gens qui n'ont pas de cash, hein, comment ils font pour continuer à vivre, ceux qui n'ont pas de compte bancaire. Il y a juste la Chine où j'ai un ami qui revient de Chine et il me dit je tombe sur des mendiants dans la rue et les mendiants pour mendier, ils tendent pas la main, ils tendent leur téléphone portable. Et vous Ouais. mettez votre téléphone portable et vous leur donnez 2 yuan, 3 yuan, 4 yuan. Donc il y a une grande économie mondiale où vraiment la circulation électronique de la monnaie est en train de s'imposer. Et on pense souvent aux pays nordiques, mais c'est plutôt la Chine. Donc il faudra aller regarder ce qui se passe. Mais on voit bien, et la Banque centrale de Suède, où le cash diminue beaucoup, l'a dit aussi, attention à la probabilité, à la possibilité de contrôle politique. Parce que quand tout passe par l'électronique, si vous avez des autorités politiques qui regardent à peu près ce qui se passe dans l'électronique, tout le monde sait, tout le monde peut tracer vos transactions. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des mafieux qui disent nous on veut garder le cash parce que comme ça personne ne voit nos transactions, donc il y a des mauvaises raisons, mais il y a aussi des bonnes raisons démocratiques. Et de ce point de vue, même si on a tous en tête le fait que le cash diminue, si vous tapez fin du cash, Christian Chavagneux, Alternative économique, vous verrez j'ai un petit papier qui montre les stats et qui explique pourquoi on est très très loin de connaître la fin du cash aujourd'hui. Alors, comme on va vers la fin, je vous propose, si vous avez d'autres questions, de les poser dans le chat, ce que vous êtes en train de faire, et moi je les relais parce que ça va effectivement plus vite pour pouvoir libérer ensuite Christian. Donc, vous avez encore la possibilité de mettre 2 ou 3 questions. J'ai vu Olivier qui posait une question par rapport au travail, donc ça, on va plutôt y répondre demain. Et j'ai une question d'Hubert. Que pensez-vous d'un krach boursier mondial annoncé? Et j'avais une autre personne qui avait la même chose en disant non, mais on annonce qu'on va être en krach boursier bientôt. Donc, qu'en pensez-vous? Honnêtement, Alternative économique, on ne fait pas de prévision boursière. Super. Non, un krach boursier. Alors, on pourrait Non. dire un krach économique mondial. Allez, ça va entraîner. Non, alors là, le krach économique mondial, j'y crois pas du tout. Avec l'explosion des dettes publiques et des dettes privées, enfin, avec l'explosion des dettes publiques en tout cas, ça veut dire que les États partout dans le monde mettent beaucoup d'argent pour soutenir la machine, pour soutenir les économies. Est-ce que du coup, la source du krach, ça pourrait être une crise des dettes publiques? Je pense que j'ai déjà répondu dans mon intervention pour dire que je ne croyais pas qu'il y aurait un krach qui serait lié aux dettes publiques. Attention, néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques banques
qui peuvent être fragiles, notamment en Europe, notamment en Allemagne, qui peuvent être fragiles. Et là, on n'est pas à l'abri que si une banque, une grosse banque fait des bêtises, notamment en Europe, ça puisse avoir des effets en retour. Mais là, ce serait lié particulièrement au fait qu'un acteur gère mal ces risques et pas au fait qu'on aurait un grand krach de l'économie mondiale. Ma seule inquiétude, et je la redis, c'est que s'il y a un krach des économies et un rétrécissement trop fort des économies, donc qui va entraîner la montée du chômage, etc., ma crainte, c'est que ça se passe en Europe et pas dans le reste du monde. Ok. Question, et ça sera peut-être la dernière, il se dit que les épargnes des particuliers seront ponctionnées et qu'il serait pertinent d'enlever nos épargnes de la banque et de prévoir à avoir chez soi des espèces. Alors, il y en a qui disent pas avoir chez soi des espèces, il y en a qui disent qu'il faut acheter de l'immobilier, mais grosso modo, ça revient à la même chose. Donc, c'est les épargnes des particuliers seront ponctionnées. Vous voyez, je vous avais dit qu'on aurait cette question et c'est même pas moi qui l'ai posée. Elle est dans le chat. Non, alors vous savez que quand vous avez un compte en banque, par personne et par compte en banque, vous êtes protégé jusqu'à 100 000 euros. Donc, si vous avez, votre conjoint ou votre conjointe et si vous avez un peu de sous et que vous avez deux enfants, donc ça, on est déjà à 400 000 euros. Les gens qui ont 400 000 euros en compte en banque, il y en a sûrement, j'espère qu'il y en a plein parmi ceux qui nous écoutent, mais au niveau de l'ensemble de la France, il n'y en a pas beaucoup quand même. C'est quand même réservé à une toute petite fraction de la population française. Et honnêtement, chez nous, on ne fera pas ça. Donc, il faudrait qu'on se dise les banques, le système bancaire français va s'écrouler. Je ne crois pas du tout que le système bancaire français va s'écrouler. Nos banques, elles sont plutôt en bonne santé, sont plutôt en meilleure santé que ce qu'elles n'étaient en 2007-2008. Ce que sera l'avenir, je n'en sais rien. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il y a, vous savez, les financiers sont quand même assez malins. Peut-être qu'on va s'apercevoir d'ici quelques années que quelques grandes banques françaises ont pris des risques un peu cachés qu'on ne voit pas aujourd'hui et qui en fait vont se retrouver explosifs dans quelques années. Contrairement à ce qui se passait avant 2007-2008 où les régulateurs des banques et de la finance disaient ouais, vous savez, les banquiers savent mieux que nous les risques qu'ils prennent, on ne va pas les embêter. Aujourd'hui, la mentalité des gens qui contrôlent les risques pris par les banques, c'est pas du tout celle-là. On essaye d'aller de plus en plus près, de plus en plus loin dans le contrôle des prises de risque des banques. Ça ne veut pas dire que tout est garanti et qu'on n'aura pas de crise bancaire demain, mais aujourd'hui, honnêtement, je ne vois pas de nouvelles façons d'essayer de gagner de l'argent, comme disent les économistes, d'innovation financière, qui serait source d'une grande crise bancaire mondiale, qui ferait qu'on se dise, ou française, qui ferait qu'on se dise, oulala, attention, compte tenu de ce que peuvent devenir les banques françaises, je vais retirer mon argent des banques, je vais le mettre sous mon matelas ou acheter des actions ou acheter des logements. Donc, à mon avis, c'est pas un conseil, hein, je ne suis pas un conseil en investissement. Mon appréciation de macroéconomie, c'est de dire que je ne pense pas que demain, les banques françaises vont s'écrouler. Alors, dernière question, celle-là, c'est vraiment la dernière. Vous aviez parlé tout à l'heure de cyberattaque ou de risque par rapport à ça. Il se passerait quoi dans ce cas-là? Alors, bah, ça dépend de la nature de la cyberattaque, mais vous pouvez avoir soit des cyberattaques qui portent sur les placements des banques, soit des cyberattaques qui portent sur les ressources des banques. Si vous piquez les ressources des banques, elles ne peuvent plus travailler. Une banque, fondamentalement, c'est un peu comme un épicier qui va à Rungis. Ça va acheter pas cher sur le marché de gros pour en vendre un peu plus cher sur le marché au détail. L'épicier va acheter ses tomates en gros, des kilos et des kilos, et puis il vous les revend un peu plus cher parce qu'il vous les vend au détail. Un banquier, ça fait la même chose. Il va essayer de chercher l'argent qu'il va emprunter à un taux d'intérêt faible, et ensuite, il va vous le reprêter à un taux d'intérêt supérieur. Et si vous regardez la marge d'intérêt, donc la différence entre le taux d'intérêt auquel un banquier emprunte et le taux d'intérêt auquel il vous prête, c'est encore plus de la moitié des ressources des banques. Donc la banque ennuyeuse, comme disent les banquiers, pas celle où on va jouer sur les marchés financiers en essayant d'acheter un truc pour le revendre plus cher, etc. Là, c'est vraiment la banque ennuyeuse. C'est ça encore l'essentiel de la banque. Si vous avez une cyberattaque qui vient taper dans les ressources de la banque, alors là, elle ne peut plus travailler. Si vous avez une cyberattaque qui vient taper dans les placements de la banque, là, elle est complètement en risque. Est-ce qu'en face, elle a de quoi éponger les pertes si à cause d'une cyberattaque, elle fait des pertes? En tout cas, les banques aujourd'hui ont plus de moyens de répondre, mais si c'est une cyberattaque très généralisée qui pique tous les actifs des banques, alors là, la banque, elle s'écroule. Mais honnêtement, vous parlez aux grands banquiers français aujourd'hui, ils vous disent que des attaques informatiques sur les banques françaises, il y en a plusieurs centaines par jour.
en ce moment, plusieurs centaines par jour. Mais on ne le sait pas, on vit avec, ça fait quelques années que c'est comme ça, et honnêtement, en face, les banquiers, pour l'instant, en tout Arrive à se cas, défendre. ils savent mieux que se défendre, parce qu'il y a quand même quelques clowns aussi qui essaient d'attaquer les banques. C'est pas si facile que ça d'attaquer un système informatique d'une banque. Donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de souci, mais attention, on a même vu des banques centrales se faire hacker, hein, se faire prendre de l'argent. Donc attention, il y a des petits malins aussi de ce côté-là. Mais le risque est là, le risque est de plus en plus présent. Pour l'instant, il n'est pas considéré comme une source d'une immense crise bancaire ou financière mondiale. Et j'espère que ça va durer. Donc, on va investir dans les entreprises qui font des programmes de protection pour ne pas C'est un hacker. secteur d'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Christian Chavagneux. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur l'état du monde économique. Et donc, eh bien, on va faire, vous savez comment on fait ça y est, je vais y arriver. Les félicitations zoomiesques. Donc, on fait comme ça pour, voilà, pour Christian. On met des petits cœurs si on veut, on met des petites mains, on applaudit. Et puis, on va vous laisser profiter de votre week-end. Et nous, on va continuer avec un autre sujet. Si vous voulez rester avec nous, vous pouvez bien sûr, qui est celui de la santé. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Justine. Merci à vous. Bon colloque, au revoir. Merci. Justine, on va faire comment dire, une petite transition musicale, voilà, puisqu'on va passer de l'économie à la santé. Avant ça, j'espère que vous avez appris un certain nombre de choses, que vous avez, ça a peut-être, on parlait de reset tout à l'heure, moi je trouve que ça fait un beau reset par rapport à des connaissances économiques que vous avez, qui étaient peut-être un petit peu floues. Où on était en train de se dire, voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? C'est vrai qu'on a entendu parler d'inflation, c'est vrai qu'on a entendu parler de la dette, bien évidemment, et que donc, ça nous a permis probablement, en tout cas pour moi, mais pour vous également, pour ceux qui avaient envie d'entendre. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques personnes dans le chat qui étaient alors, je ne vais pas dire en résistance, mais qui était peut-être en mode je sais mieux que le monsieur qui cause. Alors oui, parce que c'est toujours, et on l'a dit très clairement, une question de parti pris, mais pour autant, Christian Chavagneux est une personne qui, a priori, est assez informée en tant qu'économiste. Il comprend bien ce qui se passe, donc il peut peut-être donner des informations intéressantes. Donc, moi, ce que je vous suggère vraiment, puisqu'il va y avoir le replay dans quelques jours, je vous suggère vraiment de réécouter cela parce que on entend une première fois, on comprend des choses, mais je pense qu'il y avait énormément de contenu et que donc sur une conférence de ce type, on a vraiment besoin de réentendre, de réécouter pour savoir si, pour tout noter, tout comprendre, être sûr d'avoir tout bien compris. Voilà. Donc, vous aurez la possibilité, effectivement, Cathy, de le réécouter prochainement. Donc, on change de sujet.